Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je fais mes petites promos pour mes réseaux. Donc mon compte Instagram est juste ici, comme d'habitude. Je poste soit du contenu qui peut ressembler à ce que je publie sur YouTube, mais en version plus condensée, des mèmes, en story. Le but c'est de rigoler un petit peu. Donc ça c'est, vous avez mon Insta juste ici. Si les vidéos de la chaîne YouTube vous plaisent, vous intéressent et vous avez envie de me soutenir et d'avoir accès en même temps au PDF, c'est très simple. Vous vous abonnez à l'abonnement premium de la chaîne, vous m'envoyez un message sur Insta pour me dire que vous avez fait les démarches et ensuite je vous mets dans le groupe WhatsApp où vous aurez accès chaque semaine au PDF des vidéos qui sortent. Enfin, en ce moment, j'ai plutôt un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines environ. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de douleurs, notamment au dos, et plutôt dans le cadre de la musculation. Et je vais revenir une nouvelle fois, et oui, une fois encore, sur les douleurs lombaires et tous les mythes qu'il va y avoir autour de ça, notamment dans le domaine de la musculation. Donc il va y avoir deux niveaux de lecture à cette vidéo. Soit vous êtes kiné, professionnel de santé, bah, voilà, il y aura des informations qui pourront vous intéresser. Pour les personnes pratiquantes de musculation, coach sportif, préparateur physique qui s'intéressent, peut-être que la vidéo sera au terme de niveau ou ouais, de vocabulaire utilisé peut-être un petit peu plus dur, parce que en général ça s'adresse plutôt à des kinés, mais je vais essayer de faire en sorte de rendre le tout quand même accessible pour tout le monde. Et donc du coup, si vous êtes un pratiquant de musculation qui tombait sur cette vidéo et qui voulait en apprendre un peu plus sur les douleurs lombaires dans la musculation, et ben, le but c'est que vous puissiez sortir avec des informations quand même et qu'elles soient compréhensibles pour vous. Donc, alors, il y a 45 diapos, donc ça fait beaucoup, mais il y en a pas mal où je vais passer assez rapidement dessus. Donc, temps estimé de la vidéo, on va se dire précisément 1h15. Allez. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos que je vais présenter là, je vais faire un court rappel. Si vous êtes intéressé par les douleurs d'épaule dans la musculation, vous avez cette vidéo juste ici. Pour les non spécialistes, j'ai eu des demandes, des fois des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram en me disant ouais, moi je suis coach sportif ou préparateur physique, il y a certaines des vidéos qui sont un peu compliquées à comprendre, est-ce que tu en as certaines plus accessibles? Et ben en fait toutes celles qui sont dans les physio bullshit, elles sont en général relativement accessibles, c'est du debunk. Donc voilà, on a une affirmation qui est faite par quelqu'un et on regarde si cette affirmation, au regard de la littérature actuelle, elle est vraie ou fausse. Et donc vous en avez plein. Ici c'est une analyse d'une séance de chiropraxie. Ici on parle du dos. Aujourd'hui on va en reparler. Si vous vous êtes intéressé par les douleurs d'épaule, notamment la notion de conflit sous-acromial, vous avez cette vidéo juste là. Là on revient sur... alors c'est sur le... pareil, c'est sur le conflit sous-acromial, mais voilà, ce qui est raconté vraiment spécifiquement dans la musculation, c'est du debunk. Ici, on parle de nerfs sciatiques surtout. Et là, on parle de dyskinésie scapulaire, donc grand mythe aussi dans la musculation que je ne savais pas. J'en ai déjà je l'ai évoqué ici. Je savais pas que dans la musculation, il y avait quand même ce côté qui était connu de oui, il faut corriger les dyskinésies scapulaires. Les dyskinésies scapulaires, c'est source de douleur. Bon, bah au moins là, il y a une vidéo, voilà, 45 minutes à peu près, pour débunker un petit peu tout ça. Et là, avant de rentrer dans la vidéo et vraiment de parler de douleur lombaire, je voulais juste évoquer deux choses. Déjà, la première, c'est de comprendre la notion de facteur de risque dans les blessures. En fait, c'est très mal compris. Et il faut juste savoir quelle définition on utilise quand on parle de facteur de risque. Soit on peut l'employer pour suggérer qu'on va avoir une relation causale, c'est-à-dire qu'un événement ou une pratique ou quoi va causer, par exemple, si on parle de facteur de risque de blessure, c'est qu'on va avoir un facteur qui va causer une douleur. Effectivement, ça, notamment dans le domaine de la douleur, c'est compliqué de toujours trouver voilà, cette relation causale directe. Pour d'autres, ça peut désigner une simple association sans implication causale. Et donc, si chacun, quand on discute de facteurs de risque et de douleur dans le sport, il faut qu'on ait la même définition. Si on a des définitions différentes, ça va être très difficile de communiquer et on va pas se comprendre. Et en fait, en fonction de ce que vous pensez, de votre définition, bah en fait, les implications derrière, elles vont être différentes.
Ici, on a un effet causal, donc en gros, c'est l'événement X engendre la conséquence Y. Donc, ça peut être, par exemple, pour certains qui vont vous dire, oui, si vous faites, si vous avez par exemple, je sais pas moi, vous avez pas de force au niveau enfin, moins de force au niveau du quadriceps, si vous êtes faible au niveau du quadriceps, vous allez avoir des douleurs de genoux. Donc ça serait pour certains, je dis pas que c'est vrai, hein, là c'est vraiment pour l'exemple. Et il faut que comme ça l'exemple il est lié ici, où en fait on peut avoir aussi une relation causale inversée, où par exemple en fait c'est pas la faiblesse qui cause la douleur, mais parfois ça peut être la douleur qui cause la faiblesse. Ce serait plutôt sur ça qu'on partirait. Là, on a une association, mais qui serait non causale, parce qu'en fait, il y aurait un facteur confondant. D'accord. L'exemple classique qu'on peut donner, et que je donne des fois dans les vidéos, qui n'a rien à voir avec le sport pour le coup, c'est que si on regarde par exemple les jours où les gens achètent plus de glace, il y a plus d'attaques de requins. Donc on pourrait se dire, bon bah acheter des glaces, ça augmente le risque d'attaque de requins. Ça n'a pas trop de sens. En fait, c'est juste qu'il y a un facteur confondant qui serait plutôt le fait qu'il fasse chaud. D'accord. Et voilà, et c'est le fait qu'il fasse chaud, bah, ça augmente le fait que les gens achètent des glaces, et ça augmente le fait de se baigner, et donc du coup de risquer une attaque de requin. Voilà. Donc il faut faire attention aux facteurs confondants, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très très mal compris, notamment dans les blessures, et on fait des associations, des liens directs avec des relations causales, alors qu'il n'y en a pas, et que tout ça, c'est juste régi par... Enfin, c'est juste qu'il y a derrière une, un facteur confondant. Et là, on a une association non causale qui va être due à la sélection de la population que vous étudiez. Si vous regardez une population qui a des blessures, bah, peut-être que certains ils vont se blesser parce qu'ils ont, ils ont déjà eu des antécédents de blessures par exemple. Les Y, ça va être des gens qui auront chargé beaucoup trop vite. Et vous allez vous dire, ah bah les gens qui ont des antécédents de blessures sont ceux qui chargent. En fait, vu qu'il y en a beaucoup qui ont des antécédents de blessures, beaucoup qui ont chargé trop vite, vous allez faire un lien entre les deux, une association, comme s'il y avait une cause, je sais pas, par exemple, que les gens qui ont des antécédents de blessures fait qu'ils chargent plus, ils chargent plus, ou inversement. En fait, les deux peuvent ne pas être liés du tout, et c'est juste deux chemins complètement différents qui mènent à la blessure, et vu que vous les retrouvez dans la catégorie des gens blessés, on peut faire une association, mais qui est non causale. Voilà. Donc il faut faire attention, il y a des choses, c'est des associations, mais qui peuvent ne pas être causales, hein. Et donc là, on a des petites recommandations sur ce qu'on devrait faire. Voilà, il faut préciser la causalité. Donc on utilise le terme de risque causal si on a les données qui soutiennent qu'on a une relation causale. On doit définir le terme si la distinction n'est pas utilisée. Le rôle des revues scientifiques. Donc les revues, elles peuvent limiter les mésinterprétations en exigeant des auteurs qu'ils précisent la nature du facteur étudié. Ça, c'est vraiment important. Toujours, en fait, il faut bien définir les termes si on veut savoir quoi, de quoi parle chacun, en fait. Usage restreint du terme modifiable, renforcer l'enseignement de la causalité. Donc une meilleure formation au principe de causalité est nécessaire afin de réduire les erreurs d'interprétation qui peuvent conduire soit à rejeter des traitements efficaces, soit à promouvoir des interventions inefficaces. D'accord. Donc, voilà, ici, on va parler de douleurs au dos. Je sais pas, vous étudiez une population blessée et vous avez des gens qui ont des hernies, vous avez plein de gens qui font du squat, et en fait, vous allez vous faire une association entre les deux, mais en fait, c'est juste que bah, dans la population générale, plein de monde a des hernies, que quand quelqu'un fait de la musculation, bah, il y en a plein qui font du squat, donc forcément, vous allez retrouver dans votre catégorie ici plein de gens qui font du squat et qui ont des hernies. Voilà, c'est statistique, mais c'est pas pour autant que l'un cause l'autre dans un sens ou dans l'autre, hein. Les hernies ne font pas faire de squat, ou le squat ne fait pas forcément de hernie. Voilà, il faut avoir conscience de ces choses-là. Et toujours pareil, avant de rentrer dans ces histoires de lombalgie, on va aussi parler des athlètes qui vivent la blessure, comment ils la vivent, et c'est important, pourquoi? Parce qu'on va extrapoler ça, donc qui est une étude sur les athlètes, à la personne qui pratique la musculation, et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention en fait à qui vous faites confiance
dans la prise d'informations sur les blessures, que ce soit avec la personne qui vous prend en charge, notamment si vous sortez du cadre des professionnels de santé, parce qu'il y a de plus en plus de coachs ou prépa physiques sur internet sur les réseaux qui vous proposent des suivis pour des douleurs et tout ça. Donc attention à qui vous faites confiance. Et aussi quand on se renseigne sur les réseaux, notamment si vous regardez les contenus très connus en musculation dans le monde francophone par exemple, bah, il y a quand même la culture de la blessure, du faire justement des facteurs, de créer des facteurs causals de blessures, alors qu'en fait ils n'en sont pas du tout, et qui vont vous dire aussi, voilà, la blessure, bah, vous êtes fichu, et on va voir en fait que tout ça, ça va affecter comment vous allez vivre votre blessure et ce que ça va donner après. Donc il faut bien comprendre que la blessure, c'est pas seulement un événement médical, c'est un événement de vie porteur de sens et qui va être construit subjectivement par l'athlète, d'accord? En fonction de son vécu, de ses expériences, de comment il a été peut-être traité la première fois qu'il a eu une blessure, de tout ça. Les auteurs de la revue systématique présente juste là, ils ont identifié 5 significations possibles. Une perturbation non désirée, une destruction, un renforcement, la normalité, la pause, la prise de recul. Ces significations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont ni fixes ni exclusives. Donc ça peut, on peut, voilà, la personne peut le vivre, elle peut avoir plusieurs significations de sa blessure en même temps, voilà, et ça peut, ou même ça peut changer. Voilà, ça peut être au début une destruction, puis finalement une prise de recul. Voilà, ça évolue. Et on a deux significations qui dominent largement. La majorité des athlètes perçoivent la blessure surtout comme une perturbation non désirée, notamment au début quand ça arrive, ou une destruction, notamment si le pronostic est grave. La blessure est d'abord vécue comme une menace pour la carrière, parfois comme une menace pour l'identité entière quand on s'est construit effectivement autour d'une pratique. Ça peut être même plus vrai pour les personnes qui se sont spécialisées très 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 tôt dans leur domaine sportif. Parce qu'en fait, ils se sont construits autour d'une seule et même pratique. Et donc cette signification, elle va dépendre fortement du contexte. Notamment la manière dont la blessure elle est vécue, ça va dépendre de la sévérité et du pronostic. Effectivement, une petite douleur qui vient comme ça, face à par exemple un arrachement du grand pectoral, c'est pas la même chose. Du moment de la carrière, du niveau d'identité sportive, de la culture du sport d'élite, du soutien social et médical. Et en fait, c'est pas la blessure en soi, mais le contexte qui façonne son sens, d'accord? C'est pour ça que deux personnes qui vont avoir exactement la même blessure, eh ben, peuvent le vivre de manière totalement différente. On peut avoir des personnes qui vont avoir par exemple rupture du grand pectoral, il y en a certains, ils vont reprendre la pratique sportive, et d'autres qui n'arriveront jamais à reprendre. Pourtant, la blessure est la même, admettons l'opération pour réinsérer le grand pectoral est la même, tout est la même chose, et ben, on voit bien qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu et qui vont influer sur ça. Certaines significations peuvent aussi pousser à des comportements à risque, hein. Le renforcement et la normalisation de la blessure peuvent augmenter la motivation, mais aussi favoriser le retour prématuré et le fait de jouer avec des douleurs. Une signification positive n'est pas forcément protectrice. Voilà, ça c'est ça qu'il faut comprendre. On peut se dire que si on a une signification négative, ça va nous empêcher de reprendre, mais une signification positive, ça peut aussi ne pas être protecteur. On va se dire, bon bah c'est juste une blessure, je vais reprendre, ça va aller, et en fait bah, on peut jouer avec des douleurs, augmenter son risque de blessure et tout ça. Et donc la blessure, c'est un processus dynamique. Son sens, il peut changer avec le temps, l'expérience, la réflexion, parfois de manière rétrospective, et qui peut être vécu en fait sur l'instant comme quelque chose de très négatif, et puis avec le temps, la personne va le vivre en fait, va se dire ah mais en fait c'était quelque chose de bénéfique. Vous avez des athlètes, vous pouvez trouver partout hein, sur les réseaux ou quoi, des athlètes qui vous disent ouais je me suis blessé sur le coup, ça a été horrible, mais en fait avec le recul je me dis que ça a été nécessaire, ça m'a permis de prendre conscience que dans mon entraînement était mal agencé, que j'en faisais peut-être trop, que nanana, et ça m'a permis par la suite en fait voilà, en fait, ça m'a permis de réorganiser ma manière de travailler sur mes entraînements et tout ça, et finalement c'est vécu comme positif. Et donc le sens, voilà, il n'est pas figé au moment de comment la personne elle voit au moment de sa blessure, comment elle voit les choses au moment de sa blessure. Pour mieux accompagner les athlètes blessés, les praticiens doivent s'intéresser au sens que l'athlète donne à sa blessure, et pas seulement à la lésion, au délai ou au protocole. Et en fait, ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Voilà, si vous vous basez uniquement
quand quelqu'un est blessé sur la blessure, c'est quoi? Et il faut tant de temps pour reprendre et on va faire le protocole nous dit de faire ça, on fait ça. En fait, vous passez à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous traitez toujours pareil un être humain. C'est toujours pareil. C'est par exemple prendre en charge une lésion du grand pectoral, c'est facile. Prendre en charge une personne dans sa globalité qui a une lésion du grand pectoral, c'est plus difficile. Prendre en charge une douleur d'épaule en lien avec la coiffe des rotateurs, c'est facile. Prendre en charge une personne qui a une douleur d'épaule en lien avec la coiffe des rotateurs, d'un seul coup, ça va être plus difficile. Prendre en charge une sciatique ou un problème de nerf, c'est pas compliqué en soi. Prendre en charge une personne qui a un problème de nerf, ça va devenir plus compliqué. Et en fait, ça, il faut le comprendre. Et c'est là aussi où c'est moins, comme c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très régulière, comme je disais tout à l'heure, sur le contenu francophone, sur les blessures. Voilà, c'est la blessure qui va définir tout le reste du plus tard, en fait, de la carrière et tout ça. Et ça n'a pas trop de sens de réfléchir comme ça. Voilà. Il faut comprendre et s'intéresser quel sens ça a pour la tête de cette blessée. Comprendre ce sens, ça permet de limiter les significations destructrices. C'est pareil, hein, si le patient il se dit ouais, bah, moi je me suis arraché le pec, oui, il me l'a remis, mais moi j'ai pas confiance, je vais me le répéter et tout ça. Votre pratiquant, il va pas reprendre. Hein. Il va pas reprendre, hein, même si le chirurgien dit non, mais là, vu comment je l'ai réinséré, il n'y a aucun risque. Non, enfin voilà, si on lui dit juste ça, la personne, ah, lui, le chirurgien, pour le coup, il peut pas savoir. Enfin, voilà, il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce que vous pensez que vous avez. Est-ce que vous pensez que vous pourrez reprendre? Ah, vous pensez que vous pouvez pas reprendre? Pourquoi? Ah, pour ça, ça, ça. Bah, venez, on va explorer ça, ça, ça. Éviter les retours précipités qui peuvent être négatifs, hein, si on a une blessure, notamment avec une lésion, je sais pas, ligament croisé, bah, si le choix a été fait d'opérer, bah, on va pas reprendre au bout de 3 jours des sprints avec des changements de direction et tout ça. Ça paraît logique. Voilà. Bon là j'ai pris 3 jours pour exagérer, mais même voilà, on évite de reprendre trop tôt. Même 2 ou 3 mois, ça serait trop tôt. Voilà. D'aider la tête à reconstruire une interprétation plus soutenable. Voilà, on a vu que c'était pas fixe, que c'était pas figé. Donc en fait, il y a moyen de jouer sur ça. Faut le savoir, faut pas l'oublier et faut travailler dessus. Donc là, on a fini avec la première partie sur justement ce lien entre facteur causal entre les blessures. Voilà, facteur de risque. Oui, j'aime pas facteur de risque parce que on peut pas. Il faudrait dire. On peut pas, c'est pas diminuer le risque de blessure, c'est mitiger le risque de blessure. Ouais, enfin, en fait, ça dépend de ce que vous voulez dire par risque de blessure, ça dépend de ce que vous entendez par facteur de risque. Voilà, donc c'est pour ça qu'on revenait un petit peu sur les définitions et savoir aussi que le vécu de la blessure, il est important. C'est pour ça que, pareil, vous pouvez avoir deux personnes, potes à la salle, il y en a un, les deux, ils ont la même chose, la même douleur au dos pour le même motif, la même chose. Bah, il y en a un, il va se dire ouais, en fait, c'est rien, et il va continuer, reprendre, il n'y aura pas de souci. Et l'autre, il va se dire, ouais, c'est la fin de ma carrière, et j'arrête tout et je me mets à autre chose. Ou le médecin m'a dit que je dois arrêter le crossfit, donc j'arrête le crossfit, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aller explorer un petit peu tout ça. Il faut faire attention à qui vous donnez votre confiance quand vous vous faites traiter vos blessures par quelqu'un. Voilà. Avant de passer à la suite, comme d'habitude, parce qu'il faut que je fasse ma promotion, donc moi je suis kinésithérapeute et vous avez accès à une formation que je propose qui est en e-learning complet, hein, vous la prenez quand vous voulez, sur la lombalgie et les drapeaux rouges. Donc le but c'est un patient vient avec une lombalgie, est-ce que ce patient est pour moi ou non, en se basant sur le raisonnement clinique, voilà. Adapter son indice de suspicion, les drapeaux rouges. Donc les drapeaux rouges, c'est un terme très connu, en final on verra qu'on les utilise très peu. Voilà, donc vous avez le programme ici. Vous avez, donc ça c'est sur les lombalgies, c'est divisé en quatre modules. Il y a à peu près 14h30 de vidéos. Et à l'heure actuelle, je m'occupe de faire la partie 2 sur les cervicalgies. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, toutes les personnes qui auront acheté la partie sur les lombalgies avant la sortie sur les cervicalgies, vous aurez une réduction pour vous remercier de votre confiance, tout simplement. Et là, où est-ce que j'en suis? J'ai commencé cette partie-là. Voilà. Donc on avance petit à petit. Dans quelques mois, je pense, enfin j'espère en tout cas que ça sera bon. Donc
pour tout dans les prochains mois. Si vous achetez cette formation, normalement vous aurez une réduction sur celle-là. De toute façon, je préviendrai à chaque fois, je vous tiendrai au courant. Voilà, là je viens de commencer cette partie ici. Et si vous avez des questions, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça va me servir? Vous avez donc le lien dans la description, donc ça va vous amener sur la page de vente et vous avez tout le programme avec le détail. Vu que c'est que des vidéos, vous avez le nom de chaque vidéo et ça vous donne une idée de ce qu'il y a dedans. Et en termes de... Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en envoyer, mais j'ai fait une vidéo d'1 heure sur YouTube où j'explique pour qui, le pourquoi j'ai fait cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir dedans, à qui ça s'adresse, toutes ces choses-là, voilà. Le but, c'est que vous achetiez en toute connaissance de cause. Voilà. Le but, c'est pas d'en vendre le maximum à n'importe qui en vous disant, ouais, on va... Voilà, en vous... en occultant des choses ou en vous faisant croire qu'on va voir des choses incroyables sans les citer ou quoi. L'idée, c'est, voilà, vous savez, en fait, tout est transparent. C'est la transparence et je vais pas dire total, ça serait peut-être exagéré, c'est jamais total, mais quasi total, on va dire. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit le plus total possible en termes de transparence. Donc, on a vu juste avant la partie sur attention à qui on fait confiance, d'accord, quand on est blessé. L'importance des mots aussi que la personne en face de vous va utiliser, d'accord. Je me suis fait, on va rester sur la rupture du pectoral. Vous vous êtes fait une rupture du pectoral, le chirurgien, il vous dit après l'opération, tout s'est bien passé, vous allez pouvoir reprendre nickel après. Et le chirurgien qui vous dit, bon là, une fois vous êtes déchiré, maintenant on évite un petit peu tout ce qui est sport de force, hein, on va se mettre à la course à pied. Bon, bah là, le pronostic pour la suite, hein, c'est pas le même. On va donc vous avez cette vidéo là pour parler justement, qui vous parle de l'importance des mots qu'on utilise en rééducation, d'accord? Ça c'est vraiment très important et c'est très important. Donc si vous êtes thérapeute, ça vous êtes obligé de le mettre en place, hein, c'est obligatoire. Je vois pas comment on peut passer à côté de ça. Si vous êtes coach sportif, préparateur physique, c'est important que vous le sachiez aussi, moins que si vous êtes kiné. Et si vous êtes vous-même blessé voilà, ou que peut-être un jour vous serez blessé, hein, parce que si vous êtes, tout le monde se blesse un jour, hein, tout le monde ou tout le monde a mal, on va dire, tout le monde se fait mal un jour. Il faut avoir conscience de ça pour voilà, parce que parfois le vocabulaire de certains professionnels de santé peut être très difficile à entendre et pas forcément adapté en plus. Et donc, on a, avant de passer, donc toujours pareil, dans le concret sur les douleurs les douleurs de dos, pardon, on va, en fait, voilà, il faut faire attention aux mots qu'on utilise quand on est thérapeute, d'accord? On a 5 messages dangereux qui peuvent revenir. Il y a le c'est dans votre tête, d'accord? Donc là, c'est en gros, vous avez mal quelque part, vous passez des examens, on voit rien aux examens, et bah c'est dans votre tête, d'accord? Donc là, vous invalidez, si vous faites ça, vous invalidez le vécu du patient, d'accord? Lui, il va avoir honte, il va être méfiant, il y en a, ils vont dire j'ai l'impression d'être fou parce qu'en fait, on ne me croit pas. Donc, c'est des patients aussi qui peuvent cacher ou ne pas être honnêtes sur leur stress ou leur anxiété pour prouver que la douleur est réelle, parce que s'ils le disent, qu'ils sont stressés ou anxieux, et ben on va pareil, on va en profiter pour mettre leur douleur sur leur stress et l'anxiété, d'accord? Déjà, des fois, parfois, il y a des gens, ils ne sont pas stressés, pas anxieux, ils ont mal, on leur dit tout de suite, c'est le stress, voilà, et quelqu'un qui a mal, bah, il a le droit aussi d'être un petit peu plus stressé, un petit peu plus anxieux, hein, d'accord? Ok, on va prendre l'exemple de la personne qui se fait mal à la salle de musculation, mais si après sur son lieu de travail, la personne, elle a super mal, elle peut pas travailler comme elle veut, bah ça peut créer de l'anxiété et on peut le comprendre quand même, d'accord? Donc c'est toujours, est-ce qu'il est anxieux parce qu'il a mal ou est-ce qu'il a mal parce qu'il est anxieux, d'accord? Bah je pense que c'est peut-être plus il a mal donc ça le rend anxieux. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la faiblesse du genou qui donne la faiblesse du quadriceps qui donne des douleurs au genou, ou peut-être c'est de la douleur au genou, peut-être qui donne de la faiblesse du quadriceps. Bah c'est peut-être pas le stress qui cause la douleur, c'est peut-être la douleur qui cause le stress, d'accord? Ou l'anxiété, ou comme vous voulez. Donc on met en fait ça sur le dos de la douleur, ça devient un problème moral, donc au même titre que quelque chose qui serait post-traumatique ou un problème de santé mentale, voilà. Donc ça c'est quand même très dangereux de dire ce message-là. Le patient il vous dit qu'il a mal, il a mal, et l'important quand vous parlez avec lui, même si vous parlez pas d'ailleurs, hein, vous l'écoutez juste, c'est de valider son vécu. Voilà, c'est ça vraiment le plus important.
qu'il y a forcément un fixe ou quelque chose à corriger. Voilà, on a l'accumulation d'examens, d'avis, de diagnostics, et ça peut donner un effet pervers. Des fois, en fait, voilà, on va à chercher la cause, ça va être de déplacer, voilà, des espoirs déplacés vers une technique où la personne peut devenir dépendante de soins. Il peut y avoir aussi un sentiment de frustration et un sentiment d'échec quand rien ne marche. Et plus on cherche la cause unique, plus on renforce l'errance. Parfois, la douleur, elle est non spécifique. On ne sait pas forcément pourquoi la douleur est là, mais parfois, juste dire, ok, tous les examens ne montrent pas, et voilà, il n'y a pas de raison a priori de s'inquiéter plus que ça. Ce qu'on peut faire, c'est on va mettre en place certaines choses et puis on va voir comment ça évolue par la suite. Voilà. Mais après, ça va dépendre de où en est le patient dans son parcours de soins. Première consultation, vous lui dites ça, le patient il a mal depuis 3 jours, il va se dire bon, ok, on fait ça. Le patient, ça fait 2 ans qu'il cherche, il va peut-être moins se dire ça. Toujours pareil, on part du principe qu'on a exclu tout ce qui était justement drapeau rouge, pathologie sous-jacente, grave, qui pourrait euh, expliquer les douleurs. Donc pas de pathologie sous-jacente grave, tout ça. Et là, on sait qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter a priori. Et donc du coup, voilà, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'accumuler les examens. Sachant que accumuler les examens, ça peut aussi avoir justement l'effet inverse, ça peut inquiéter les gens, d'accord? Parce que des fois, on va découvrir des petites choses. Ah oui, bah j'ai fait un examen, effectivement. Bon bah mon tendon, il est un petit peu abîmé, voilà. Mais est-ce que en fait, est-ce que c'est vraiment ça qui cause la douleur? Est-ce que ça va avoir un impact dans la rééducation? Est-ce que voilà. Il y a une personne qui a une douleur au niveau d'un tendon du coude, il n'y a pas besoin de faire une échographie, une IRM. Voilà, et même pour une douleur de dos, s'il n'y a pas de symptômes inquiétants, on ne fait pas d'IRM. Voilà. Le discours, vous êtes fragile et abîmé, donc c'est pour ça que là, il faut aller voir cette vidéo-là. On évite de dire ça, d'accord? Pas de langage catastrophisant autour de l'imagerie. Exemple, colonne dégénérative. Les gens qui vous disent, ah, c'est le pire RM que j'ai vu. Vous dites à quelqu'un de 20 ans, mais ça, c'est une colonne de quelqu'un de 90 ans. Voilà, donc là, ce que vous allez créer, c'est de la peur du mouvement, de l'évitement, du déconditionnement. La personne, vous allez la mettre en opposition avec tous les traitements actifs, parce qu'elle va se dire que les traitements actifs, ça va l'abîmer encore plus. Bah oui, elle a 20 ans, fait du sport, elle a le dos d'une personne de 90 ans, bah c'est le sport qui a fait ça aussi. Voilà. Là, après, on fait des associations causales, comme on a vu au début, dans tous les sens. Et les mots, ils fabriquent une entité corporelle vulnérable, et en fait, vous allez fabriquer un malade. En fait, une personne, peut-être qui serait même, d'ailleurs, qui a un mal de dos, qui serait peut-être même pas allé consulter, bah, ce serait mieux porté si elle n'était pas allée consulter que si vous, pour sa douleur non spécifique, si elle vient vous voir et que vous lui dites des choses comme ça. Des explications insuffisantes ou floues. Donc, déjà, bon, une des choses classiques, on n'utilise pas de jargon médical avec les patients, hein. Le patient, on utilise un vocabulaire clair, il n'est pas spécialiste de la santé, donc il n'a pas à connaître tous les termes que vous utilisez. Vous avez un disque dégénératif de grade nanani nanana qui vient compresser la racine S1, voilà. Non, il n'en a rien à faire. Lui, il veut, une fois qu'il sort de chez vous, il veut avoir compris ce que vous lui dites, hein. D'accord? Donc, ah, bah, vous avez une sciatique, voilà, votre nerf, il est un petit peu gêné dans votre dos. Si on fait ça, il devrait aller mieux. Bon, bah voilà, d'accord? Ah, vos muscles au niveau de l'épaule en ce moment, bah, voilà, peut-être qu'ils ont, par rapport aux exercices, au volume d'entraînement que vous faites en ce moment, peut-être qu'ils n'ont pas assez de capacité. Bah, on va leur redonner de la capacité pour que vous puissiez refaire votre développé couché sans souci. Par exemple, voilà, pas besoin de lui dire, oui, alors vous voyez l'infraépineux qui est rotateur externe, il vient s'insérer en fait au niveau de la tête humérale, précisément sur la capsule articulaire, il vient faire des rotations, voilà. Et quand on lève le bras à tant de degrés, c'est là qu'il s'active le plus. Non, mais il n'en a rien à faire de ça, votre patient. Minimisation. Voilà, le patient, voilà, c'est pas, faut pas non plus. Le patient, lui, c'est pareil, hein, il vient, il a une grosse hernie discale, faut pas lui dire avant de regarder les examens, avant d'avoir fini de l'écouter. Oh, mais les hernies discales, c'est pas ça qui cause la douleur. On dit pas ça aux patients non plus, d'accord? Absence de modèle explicatif. C'est pour ça qu'il y a des études, je sais plus si, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, euh, qui vous disent. En fait, c'est vrai que parfois dire qu'il y a une douleur non spécifique, ça peut être un petit peu angoissant pour le patient parce qu'en fait, il se dit, ah, le mec en face de moi, il sait pas ce que j'ai. On peut dire, par exemple, on peut dire le patient, il a une douleur lombaire. On peut dire, voilà, c'est une douleur lombaire liée à un déficit de mobilité. On va travailler la mobilité, ça ira mieux. Ou voilà, on peut
essayer de coller des mots qui font pas peur, qui orientent le traitement vers quelque chose de positif, pour pas rester. Parce que parfois, en fait, ne pas savoir pourquoi on a mal, ça peut être aussi, même si on sait qu'on nous dit que c'est pas grave, bah, ne pas savoir vraiment la raison, la cause, ça peut aussi être inquiétant. C'est juste une douleur chronique, on sait pas trop. Voilà, ça c'est peut-être des choses. Alors une douleur chronique, faut éviter de le dire parce que, pareil, dans la vidéo sur les. Ici, certains patients, ils pensent que chronique c'est pour toujours, hein. D'accord? Donc le patient, après, s'il il sait rien et que vous répondez pas vraiment à ces questions, bah, il va regarder Google, d'accord? Et si on revient ici, il y a plein de sites, dans cette vidéo on le voit, qui sont tenus par des professionnels de santé qui sont absolument pas à jour, et donc du coup c'est la foire à n'importe quoi. Représentation fataliste, peur et confusion accrue, le silence explicatif n'est jamais neutre. C'est la fin de la ligne, pronostic définitif ou dramatique. Exemple, vous aurez mal toute votre vie, vous finirez en fauteuil, il ne reste plus que la consultation douleur. Voilà, on envoie tout le monde. Donc ça, on évite de dire ça, hein. Parce que là, voilà, c'est un peu chaud quand même de dire ce genre de choses-là. Et un peu, c'est un euphémisme, hein. Conséquence, bah, effondrement de l'espoir, voilà, la personne va être résignée, désengagée au niveau thérapeutique, bah, vous pouvez rien faire pour moi, bah, j'arrête les soins, puis je fais plus rien, hein. Le futur, il est fermé, et donc toutes les actions possibles sont fermées. Faut que voilà, et encore, et en plus là, on parle toujours pareil, hein, de douleur, où il n'y a pas une chose, voilà, il n'y a pas une fracture vertébrale ou quelque chose comme ça, hein. C'est la personne, elle vient vous consulter, elle a mal au dos. Donc, maintenant, on va commencer avec les mythes qu'on rencontre en termes de lombalgie dans le domaine de la musculation. Le préambule était un petit peu long, mais il était nécessaire pour comprendre ces choses-là. Le mythe numéro un, c'est l'exercice magique, d'accord? Comme pour l'épaule, on l'a vu, c'est la personne qui vous fait une vidéo en vous disant si vous faites ça, ça va aller mieux. Ça va être le thérapeute qui vous dit si vous venez me voir, ça va aller mieux, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes qui souffrent de lombalgie aiguë ou subaiguë commencent à s'améliorer au cours des 6 premières semaines. Donc, c'est positif, c'est positif. Et quand on regarde ça, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la majorité des personnes issues de la population générale qui présentent des épisodes de lombalgie récupèrent rapidement avec une durée médiane estimée à 5 jours. Donc au bout de 5 jours, il y a 50% des gens qui ont récupéré, 50% des gens qui n'ont pas récupéré. Donc si vous faites des traitements dans cette zone-là, donc vous allez voir votre kiné, vous allez voir votre ostéopathe, vous allez voir votre chiro, vous faites un exercice qu'on vous a dit qui était magique sur internet, que vous faites, que vous buvez une potion que vous avez trouvée sur internet et que ça va mieux, bah faut pas se dire qu'il y a une relation causale entre ce que vous avez, entre ce que vous avez fait et le fait que ça aille mieux. C'est que dans 50% des cas, en 5 jours, d'après cette étude-là, ça va mieux. Donc peut-être que ça va juste aller mieux tout seul. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Ici, vous avez tout un tas de... Pareil, ça aborde tout un tas de mythes, d'accord? Voilà, qui vous disent que les pathologies graves, c'est quand même rare, que l'IRM, c'est pas forcément la chose la plus appropriée à faire dès le départ, d'accord? Que bah, parfois il y a des diagnostics qui sont non spécifiques, que nommer les choses, notamment aigu chronique, c'est peut-être pas suffisant, qu'il y a certains facteurs qui influencent les délais de récupération, d'accord? La douleur et l'incapacité au début, mais ça peut aussi être les facteurs comme la détresse psychologique, voilà, des croyances qui vont être limitantes, un mauvais sommeil, le travail physique, voilà, des attentes négatives de récupération, et tout ça, ça va être des choses importantes. Le mythe numéro 2, c'est la hernie discale et c'est fini. On va voir plusieurs choses sur la hernie discale et on va voir une règle d'abord pour commencer. C'est la règle numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez mal au dos, c'est pas toujours le disque, d'accord? Quand on est dans un cas de lombalgie non spécifique, effectivement, dans la majorité des cas, ça peut être le disque, mais ça représente 39% des lombalgies non spécifiques. On voit bien derrière qu'on peut avoir les articulaires postérieurs qui peuvent être source de douleur ou alors les articulations, donc avec 15%, dans 15% des cas et 13% pour les sacroiliaques. Donc quand on a mal au dos, il ne faut pas tout de suite se dire que c'est à cause du disque. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est pas toujours la compression. Pourquoi en musculation on aime bien, et notamment aussi en santé, hein, faire des raccourcis mécaniques et en général on se dit que si on a mal, c'est parce que notre disque vient écraser, compresser nos nerfs ou un nerf et en fait c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir une agression mécanique, en effet, quoiqu'elle elle peut être suffisante et des fois non. Il y a des gens qui ont des IRM qui montrent
une atteinte, une compression du nerf et qui n'a pas de symptômes, donc pas de symptômes et même à l'examen neurologique, on peut ne retrouver aucune perte, hein. Donc c'est pas suffisant l'imagerie pour dire, même s'il y a une compression, elle peut être, non, source de douleur et non source de radiculopathie. Parfois on n'a pas de compression, il peut y avoir de la douleur et de la radiculopathie. On peut avoir en fait tout simplement une fissure radiale dans le disque qui va générer de l'inflammation. Et vu que les nerfs sont proches, bon bah l'inflammation elle va se balader un peu partout. D'accord. Et elle va déborder sur le disque et déclencher des douleurs qui peuvent être de type sciatique sans qu'il n'y ait de compression à l'IRM. Donc ça c'est bien important de le comprendre. Faut pas forcément penser que mécanique. Le chimique aussi existe. Règle numéro 3, les hernies, elles se résorbent. Donc ça, c'est important. Et là, en fait, c'est un message d'espoir que j'ai envie d'apporter à tous les pratiquants de musculation. Alors, juste une chose avant. Là, c'est un message d'espoir, mais il faut savoir que la résorption de la hernie n'est pas forcément corrélée à la douleur, hein, d'accord? On peut avoir des personnes qui ont une grosse hernie et de la douleur. La hernie, elle se résorbe et la douleur qui persiste. On peut avoir une hernie qui ne se résorbe pas du tout et une douleur qui part. Voilà. Il peut y avoir une discordance radio-clinique. Ça, il faut le savoir. Mais pour les personnes qui se demandent si ça peut se résorber une hernie, effectivement, ça peut se résorber dans 66 à 70% des cas, sans recours à la chirurgie. Et en général, bon, ça survient dans les 6 premiers mois. Pour ceux qui se posent la question et qui se disent que j'ai mis 2 fois la même étude, en fait, c'est 2 études différentes qui ont le même titre. Alors j'ai pas mis les auteurs du coup, mais en fait, si vous tapez ça sur Google, vous verrez qu'il y a deux études, une de une de 2016 et une de 2024, de tête. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que toutes les hernies ne se résorbent pas de la même manière. Alors je passe un peu vite, mais vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez lire un petit peu tout ça. En gros, la hernie, plus elle est à un stade avancé, donc si elle est extrudée ou même séquestrée, donc c'est ce qui est représenté ici et ici, et ben elle présente une probabilité de résorption qui va être plus élevée. D'accord? Dans le cas d'un bombement discal, le taux de régression il va être de 13%. Ici, on est sur une protrusion 41%. Sur l'extrusion discale, 70% de régression spontanée, donc 15% de résorption complète. Et ici, on a 96% de régression spontanée, donc 43% de résorption complète. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens, voilà, c'est pour ça aussi que la science, c'est intéressant, il y a des gens qui se posent des questions et qui se disent, qu'est-ce qui va favoriser la résorption de la hernie? Donc voilà, et je rappelle, hein, la science, on la prend pas quand on veut et on ne dit pas que c'est de la merde quand ça va pas dans notre sens, hein. C'est faire du cherry picking, ça n'a aucun sens. Soit on suit la démarche scientifique, voilà, pour acquérir de la connaissance, soit voilà, parce qu'il y a des personnes, quand la science elle dit elle va dans leur sens, ah oui, je cite des sources, et dès que ça va plus dans leur sens, non mais oui mais la science c'est pas bien foutu. Voilà. Donc on a des facteurs, donc là on a des gens qui se sont demandé qu'est-ce qui va favoriser la résorption de la hernie discale. Bah déjà on va avoir la morphologie. Et donc comme on a vu, extrudé et séquestré comme hernie, ça présente une plus grande probabilité de se résorber. Le volume de la hernie. Voilà, un volume initial de hernie plus important et va être également associé à une probabilité accrue de régression. On a les hernies transligamentaires, donc quand elles passent le ligament longitudinal postérieur, pareil, la résorption spontanée augmente du moins sa probabilité. Et dans les types de Komori qui sont représentés ici, type 1, type 2, type 3, pareil, plus le type est élevé, plus la probabilité de résorption sera importante. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient que les hernies, ça peut se résorber, que ça dépend de certains paramètres, et que c'est pas forcément lié à la douleur, mais là je vais pas forcément en parler ici. Donc, meilleure résorption, hernie transligamentaire, grosse hernie, hernie séquestrée, et c'est pour ça que c'est pas parce que vous avez une grosse hernie à un moment qui est impactante dans votre vie, si c'est vraiment celle-là qui fait mal, que ça va pas se résorber, et même si ça se résorbe pas, c'est pas pour ça que ça n'ira pas mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les discours qu'on peut entendre sur internet où vous avez une hernie, vous êtes niqué. Non, on peut. Et on revient sur le vécu qu'on a vu au début. Si vous écoutez des personnes qui vous disent ça et que vous avez confiance en eux, vous allez façonner votre expérience de la blessure comme quelque chose de grave que vous ne pourrez pas surmonter. Et donc, du coup, bah, peut-être que vous allez vous éloigner de votre sport. Par exemple, faire moins de musculation, éviter certains exercices. Peut-être que vous allez développer même de l'évitement par rapport à certains exercices. Et qu'en fait, même à un moment donné, quand on a un mouvement est trop douloureux, bah, ça peut être bien de l'adapter, de le limiter, peut-être même
de l'éviter pendant un temps, mais si on veut qu'il aille mieux après, se réexposer, c'est une bonne idée. Et la réexposition, ça fait partie de traitements, certains traitements qui marchent plutôt pas mal, comme la thérapie cognitive fonctionnelle, euh, qui montre plutôt des bons résultats dans la prise en charge des douleurs de dos. Euh, et aussi, vous pouvez voir certaines personnes sur les réseaux sociaux, et ça c'est hyper enrichissant, il y a plein de choses, c'est très intéressant. Vous avez des personnes qui se sont blessées, qui évitent de faire certaines choses parce qu'on leur a dit soit qu'il fallait pas le faire, ou soit avec leurs croyances, ils pensent qu'il faut pas le faire. Et en fait, vous voyez des personnes qui ont de la douleur et qui, au fur et à mesure des années qui passent, en fait, font de moins en moins d'exercices, avec par exemple de moins en moins de contraintes sur le dos, de moins en moins de choses. Et en fait, ils se retrouvent à limiter au fur et à mesure les exercices qu'ils peuvent faire, parce qu'en fait, pareil, ils se fient à la douleur en se disant, douleur, je m'abîme, je veux pas m'abîmer, donc il faut que je fasse des choses sans douleur. Bien évidemment, les choses ne sont pas corrélées, une douleur et une lésion, c'est pas pareil, et c'est pour ça que vous pouvez aller voir la vidéo dont je vous ai parlé au tout début, on en parle parce que c'est quand même une base quand on fait de la musculation à connaître. Allez voir cette vidéo-là et on revient au début de cette vidéo justement sur toutes ces choses-là, douleur, lésion, il faut bien comprendre les différences. À la suite de cette partie sur les hernies discales, je vais un peu vite, mais comme je vous dis, mettez pause, et si vous voulez approfondir tout ça, vous pouvez aller voir toutes ces vidéos-là. Là, c'est vraiment si vous voulez vous plonger dans l'imagerie et les douleurs. Que ce soit l'imagerie au niveau des épaules, au niveau des genoux, on parle des hanches, des chevilles, du dos, du cou. On parle de tout ça et on voit les limites de l'imagerie et comment l'imagerie, comme le nom l'indique ici, peut fabriquer des malades. Les hernies discales, elles se résorbent. Donc là, on a une vidéo, 45 minutes, sur comment se résorbent les hernies discales. Et ici, c'est une vidéo voilà, d'une heure environ sur la lombalgie. Alors, je traite plein d'aspects différents de la lombalgie. Ça peut vous, voilà, en une heure, ça vous permet de vous mettre plus ou moins à jour, on va dire à jour même, sur les choses importantes à connaître dans la lombalgie. Je vais en profiter pour faire une nouvelle fois ma pub, hein. Je dois aussi y penser. Donc je vous propose certains services en ligne, l'accompagnement pour les douleurs, donc si vous êtes sportif, vous avez des douleurs et que vous voulez être accompagné dans ces douleurs-là, bah vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail juste ici. Il y a aussi donc les entretiens kiné étudiants. Donc ça, on prend un temps ensemble, une heure et demie environ, sur des sujets en rapport avec les troubles musculo-squelettiques, la douleur et tout ça, pour discuter. On peut faire des cas cliniques, revenir sur des choses dans votre pratique. Voilà, il y a tout un tas de choses différentes. Chacun demande des choses différentes, donc c'est toujours très intéressant, même pour moi. J'ai pas envie de dire surtout pour moi, mais même pour moi. Et je rajoute, j'avais pas mis la dernière fois, mais en fait, il y a beaucoup de coachs et de prépa physique. Alors quand je dis beaucoup, en fait, c'est que limite, il y a plus de coachs et de prépa physique que d'étudiants, là, récemment, qui m'ont sollicité. Donc je le mets, comme ça, voilà, vous le savez, s'il y a des gens qui sont coachs ou préparateurs physiques et qui avaient des questions sur la gestion des douleurs avec les sportifs ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message. Certains l'avaient fait alors que je n'avais pas annoncé. Maintenant, je le dis parce que peut-être que certains d'entre vous se demandaient si je le faisais pour les coachs et les prépas physiques. Bah, comme ça, vous avez la réponse. Donc là, en plus, je ne sais pas si vous voyez, nouveau mug, je ne sais pas si vous avez la référence, il faut la voir. De toute manière, vous avez le nom de la série juste ici. Et donc c'est une tasse qui vient de là-bas, de Richmond. J'y étais il y a quelques temps. Voilà, et donc du coup j'ai acheté ça. Donc très bonne série, il va bientôt avoir normalement une saison 4 qui va sortir, donc allez la voir. Bon, en général, le style de mes séries, c'est des choses où voilà, ça va très loin dans notamment la compréhension, ouais, chez des personnages plutôt torturés ou des choses comme ça, ou alors comprendre les enjeux de société, voilà, plonger au cœur d'une part de la société, et essayer de comprendre ces choses-là. Mais là, on n'est pas du tout sur ça. Ted Lasso, c'est vraiment hyper sympa, ça aborde plein de thèmes différents. Et vraiment savoir, donc là on est plutôt sur une série, on va dire, plutôt humoristique, mais relativement profonde sur le plan des relations humaines. Voilà. C'était la petite pub aussi pour la série. Voilà. On va passer à la suite. Mythe numéro 3, attention à la flexion. Donc ça vous le connaissez, en musculation on l'entend souvent. Je vais juste revenir un petit peu avec de l'imagerie. Lorsqu'on se penche en avant, ok, visuellement, on peut se dire que c'est rond. Au niveau lombaire, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est droit, hein. Forcément, en fait,
au niveau lombaire, il y a une lordose, donc quand on se penche en avant, finalement, en fait, on déroule ce qui est enroulé vers l'arrière, et donc on obtient une colonne qui est droite. Donc ça, déjà, c'est important de le voir, pas se dire qu'en fait, ça, voilà, ici, il y a de la... Là, c'est en flexion, hein, voilà, c'est pas un dos neutre, ça, c'est de la flexion, et qu'en flexion, c'est pas arrondi au niveau vertébral, c'est important de le savoir. Là, c'est pour rassurer les gens en se disant que la flexion, c'est la vie. Donc en position debout, la flexion, c'est le mouvement, le rachis lombaire présente la plus grande amplitude de mouvement, hein, loin devant toutes les autres amplitudes. Et quand on regarde, en fait, dans une journée, on passe presque 5 heures avec la colonne lombaire en flexion, entre 20 et 30 degrés de flexion, contre seulement 24 minutes en extension. On réalise aussi environ 50 mouvements de flexion maximale et aucun mouvement d'extension maximale, donc on passe du temps en flexion. Donc si la flexion c'était dangereux, je pense pas que ça serait un mouvement qu'on ferait comme ça toute la journée. Et après vous allez se dire oui, mais c'est pas pareil entre quand je fais un mouvement chez moi et quand je fais un mouvement à la salle. On va le voir juste après, on va mettre de la charge, on va voir ce qui se passe avec de la charge. Déjà avant de passer à la suite, on va faire un petit exercice. Alors, lisez pas ce qu'il y a ici. Je vous ai dit de pas lire, donc forcément vous l'avez lu. Donc, que signifie pour vous soulever dos lourd? Dos lourd, n'importe quoi. Je recommence ma question. Que signifie pour vous soulever dos rond? Ça, c'est la première question. Pourquoi? On a vu au début que si on n'a pas les bonnes définitions, ou du moins pas les mêmes, et ben, quand on va discuter, on va pas se comprendre. Et ça va être un problème. Donc, vous faites votre définition, vous la notez sur vous, vous la notez dans votre tête, vous la notez dans l'espace commentaire. Notez votre définition du dos rond. Il peut y en avoir plusieurs. Le dos rond, ça peut être, par exemple, la position en flexion maximale. Soulever dos rond, c'est en flexion maximale. Est-ce que, donc, si je suis à 99% de ma flexion maximale, je suis pas dos rond dans ce cas-là. Mais je vais quoi? Le dos droit, ça me paraît pas pertinent de dire ça. Donc, dire que c'est uniquement en fin de flexion qu'on a le dos rond, ça n'a pas vraiment, en tout cas à mon sens, ça n'a pas de sens pour le coup. Ça peut être, est-ce que c'est dès les premiers degrés quand on rentre en flexion? Est-ce que dès que j'ai 5 degrés de flexion, je suis en dos rond? Là, ça à vous de voir. Est-ce que par exemple on peut se dire qu'on est dos rond, donc plus proche de la fin d'amplitude, dès qu'on passe les 50% de la flexion lombaire? Admettons, on a vu tout à l'heure, on a 55 degrés de flexion lombaire. Est-ce que quand je dépasse les, on va dire, 30 degrés, est-ce que je suis dos rond? Parce que je suis plus proche de ma fin d'amplitude en flexion que de la position neutre du dos. Ça pourrait être une définition. Donc avant de s'exprimer sur le dos rond et de partir dans tous les sens, posez la définition du dos rond. D'accord, déjà, réfléchissez. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, c'est quoi dos rond? Et du coup, après, il faut que ça soit aussi en association avec l'inverse. En général, on oppose dos rond et dos droit. Si vous dites dos rond, c'est uniquement en fin d'amplitude de flexion, le dernier degré, c'est là le dos rond. Ça veut dire que 100% de votre amplitude de flexion, moins 1 degré, donc quasiment totalement en flexion, pour vous, vous avez le dos droit. Ce qui n'a, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui n'a pas de sens. Donc pensez à la définition du dos rond, il faut qu'elle soit en rapport aussi avec la définition du dos droit. Il faut que les deux, voilà, ça puisse correspondre, qu'il y ait une cohérence, hein. Alors ce qu'on va se dire, c'est qu'en fait, c'est simple, quand c'est lourd, c'est fléchi. Pourquoi? Si on se dit qu'on est plus proche donc, du dos rond, donc le dos rond, si on se dit que c'est passé les 50% de la flexion lombaire, bah, dès qu'on met du poids, 85% de l'ARM, ce qui est relativement lourd, mais pas non plus extrêmement lourd pour le coup, bah, on est déjà au-dessus de notre 50% de flexion lombaire. Voilà, on est entre 64 et 76% de notre flexion sur le squat et le soulevé de terre. Quand c'est très lourd, c'est très fléchi. Ici, on a des sujets qui ont pris la charge maximale, qu'ils estimaient pouvoir soulever sans ceinture abdominale. Et en soulevant très lourd, les athlètes ils sont plus qu'à 1,5 à 13 degrés de leur amplitude maximale de flexion lombaire. Donc on est vraiment quasiment au bout de la flexion lombaire. Donc c'est intéressant en plus parce que c'est de la fluoroscopie, donc c'est une radio en temps réel qu'ils ne font plus maintenant parce qu'en fait c'est des rayons ionisants quand même. Voilà, donc normalement on devrait plus voir des choses comme ça, mais c'est intéressant de noter. Voilà, quand c'est très lourd, c'est fléchi, c'est comme ça. Donc après revoyez votre position dos rond ou quoi, mais on va même pas utiliser ce terme-là, c'est fléchi. On est plus proche de la fin de flexion que du début de la flexion. C'est comme ça. Quand c'est très lourd, c'est très fléchi. C'est comme ça aussi.
Quand c'est modérément lourd, bah, c'est déjà fléchi aussi. Voilà. À 70% du max au soulevé de terre, voilà, on a plus de 20 degrés de flexion lombaire, donc on n'a pas le dos en position neutre, soit 0% de flexion lombaire. Non, absolument pas. On est déjà en flexion lombaire. Et donc finalement, on est toujours en flexion lombaire. Donc, comme vous vous rappelez, n'ayez pas peur de la flexion. Même quand on veut rester droit, c'est encore fléchi. Et même avec des charges relativement légères en fait, hein. Même avec la consigne d'éviter la flexion sur du soulevé de charge à 10 kg ou des kettlebell swing à 16 kg, ce qui est relativement léger, bah, les participants ils présentent quand même un certain degré de flexion. Donc pensez que dire que vous avez le dos droit, le dos neutre ou quoi. Après dos droit c'est pareil, hein. Dos droit c'est neutre ou dos droit c'est en extension. Parce que quand on est voilà, la position normale du dos est plutôt en position debout, en tout cas c'est plutôt en extension. Donc après c'est toujours pareil, quelle définition vous mettez derrière tout ça? Qu'est-ce que c'est dos neutre? Qu'est-ce que c'est dos rond? Qu'est-ce que c'est dos droit? En tout cas, ceux qui pensent garder le dos neutre en toutes circonstances, voilà, je pense que devant la vidéo, vous êtes comme ça, et voilà, il y a de la flexion, et c'est pas grave, c'est pas un souci qu'il y ait de la flexion, votre dos il est fait pour encaisser cette flexion, en plus là on voit les charges, hein, elles sont relatives, c'est léger quoi, 10-16 kg, c'est vraiment pas un souci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des images comme ça sur les réseaux sociaux avec des gens qui disent le dos droit, le dos droit. Mais dans ce cas-là, pareil, donnez votre définition du dos droit. Et si le dos droit, c'est être en flexion lombaire, bah, pas de souci. Ils ont le dos droit. Si en plus proche de la fin de flexion lombaire que la position neutre pour vous, c'est dos droit, et ben vous avez le droit aussi. Ça va être compliqué de communiquer avec vous, mais voilà, dites-le nous que c'est ça votre définition, et après on essaiera de s'adapter. Voilà. Donc là, si on reprend les données d'avant, quand on est sur du très lourd, c'est très fléchi. Et en fait, ils sont quoi? Là, ils sont sûrement à quelques degrés, hein, de leur amplitude de flexion maximum au niveau lombaire. Probablement. Est-ce que la ceinture peut changer les choses, sachant que tout à l'heure, il y avait pas de ceinture ici? Bon, voilà. Mais faut pas dire dos droit. Là, il y a très peu de chances que ce soit du dos droit ici, hein. Je rappelle, avec 10 ou 16 kilos, la consigne de garder le dos droit, ils n'ont pas le dos droit. Là, on est d'accord, on est sur du 510 kilos et ici du 320. Donc, peu probable que ce soit une position neutre. Après, le truc, c'est que de toute façon, commencez pas à débattre, vous serez pas d'accord, et de toute façon, en fait, vos yeux, ils vous trompent complètement et ils sont nuls, d'accord? Quand on regarde l'évaluation visuelle du squat et du soulevé de terre, en fait, c'est peu fiable, même par des personnes qui ont de l'expérience. Donc, d'accord? Les kinés ne détectent les mouvements lombo-pelviens qu'à partir d'une bascule pelvienne d'environ 34 degrés, et cette faible précision ne permet pas de déterminer quel mouvement augmenterait réellement le risque de blessure. Donc, en fait, bon, là, c'est pour rigoler, effectivement, c'est pas le même mouvement, mais voilà, commencez pas à croire que vous êtes capable de déterminer la position des segments osseux de vos patients, des athlètes, ou quoi. Donc, quand vous êtes devant eux, sur des photos, commencez pas à essayer de le faire. Et après, sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déterminer là, vous, ce que vous voyez, d'accord? Vous voyez, pareil, comme tout à l'heure, vous notez sur un bout de papier, vous notez dans votre tête, mais vous n'écrivez pas en commentaire. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas et ça n'intéressera pas les gens qui sont devant la vidéo. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Donc, vous gardez ça pour vous et c'est très très bien. Parce que faut commencer pas à me dire, oui, non, mais moi je sais, non, tu n'en sais rien. Voilà. Donc là, on finit avec un petit test. Quelle est la position du rachis lombaire? Ici, vous avez le choix entre extension complète, extension, position neutre et en position de flexion. Là, ce qu'on va se dire, pareil, vous n'êtes pas obligé d'écrire dans les commentaires, vous le gardez pour vous, voilà, faites un petit travail chez vous, là vous regardez, ok, comment c'est, est-ce que c'est du neutre, la flexion, nanani, nanana, ok, et bah à votre avis, c'était la réponse D, voilà, c'est en flexion ici. Donc si vous avez dit en position neutre, en extension ou en extension complète, vous vous êtes totalement trompé. Après, on peut se poser la question de à quoi ça sert cette flexion lombaire, finalement. Est-ce qu'elle a une utilité? Eh ben on va en parler. Une flexion lombaire modérée, ça peut améliorer les performances. Ça peut autoriser une flexion thoracique et lombaire, ça réduit le moment de flexion externe en rapprochant la charge de l'articulation lobo-sacrée et des articulations de la hanche sur le plan horizontal. Le rapprochement de la charge augmente le bras levier des muscles extenseurs de la hanche.
La flexion lombaire, elle peut aussi optimiser la capacité de génération de coupe des muscles érecteurs du rachis. Flexion lombaire proche de 80% de l'amplitude maximale, comparable à celle observée chez des powerlifters et haltérophiles compétitifs. Ça facilite la contribution du fascia lombodorsal au moment extenseur interne. Encourager une certaine flexion lombaire peut réduire les concentrations de contraintes sur des tissus sensibilisés chez certains athlètes. Aucune preuve n'indique que soulever avec une colonne modérément fléchie soit significativement plus risqué qu'un alignement neutre en termes de blessure. La flexion lombaire constitue donc une stratégie valide, parmi d'autres, pour optimiser la performance en salle de musculation. Et donc avant de passer à la suite, on va juste dire, maintenant, avant de dire, donc tu dis qu'il faut soulever le plus lourd possible en flexion lombaire à 100%, et ben là, pareil, tu vas pas plus loin dans la vidéo, tu reviens au tout début de la vidéo, tu remets tout depuis le début, tu réécoutes, et tu me dis à quel moment j'ai dit ça, d'accord? Donc si tu as compris ça, moi je suis responsable de ce que je dis parce que pas de ce que vous comprenez. Donc si tu as compris ça, et ben tu retournes au début de la vidéo, tu te retapes toute la vidéo jusque là et tu me dis à quelle minute j'ai dit soulever le plus lourd possible en flexion totale. Voilà. Vous me le dites. Donc maintenant on va venir sur une chose. Parce qu'en fait, la flexion, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, en extension, quand on fait une extension du dos, il se passe des trucs dans le dos aussi. Et ça, il faut le savoir, d'accord? Parce que en musculation, c'est la flexion, parce que le disque, il va exploser quand on se penche en avant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se penche en arrière, d'accord? Il y a des pathologies où, justement, l'extension lombaire va être problématique. Et on va plutôt encourager les patients, du moins pendant un temps, à faire plutôt des mouvements en flexion, d'accord? Donc en gros, quand on est en extension, si on regarde le canal lombaire ou les foramens, ben, en gros, on va avoir plus de place dans le canal et dans les foramens en flexion. Donc là, on a l'endroit où passent des nerfs. Ben, en flexion, il y a plus de place, donc moins compressé, il peut plus respirer, être plus tranquille le nerf. Par contre, en extension, il y a une réduction. Donc si, donc voilà, donc le nerf il peut être un petit peu plus compressé. Pourquoi? Parce que en extension, le disque peut bomber. On a le ligament jaune qui peut bomber un petit peu. Il peut y avoir aussi de l'arthrose ou des ostéophytes qui viennent réduire cet espace, et quand on va en extension, on le réduit encore plus, et le nerf, du coup, en dessous, bah lui, il souffre un petit peu. Un nerf irrité, il peut gonfler un petit peu, donc s'il prend un peu plus de place et qu'autour il y en a moins et qu'en plus on ferme, peut-être qu'il va pas être super sympa, enfin super à l'aise le nerf. Voilà, donc on peut avoir le bombement du disque en extension, donc faut pas penser que s'il y a qu'en flexion que le disque il peut bomber vers l'arrière, bien évidemment ça peut arriver en extension. On peut avoir l'épaississement du ligament jaune, hein, donc le ligament jaune en fait en flexion il va être tendu, mais en fait en extension il va bomber, il va être détendu, donc il peut prendre un petit peu plus de place dans le canal. Avec l'extension lombaire, l'air et la largeur du foramen intervertébral lombaire diminuent progressivement à L2, L3, L3, L4 et L4, L5, mais pas forcément à L5, S1. Donc c'est ce qu'on peut retrouver là pour l'air du foramen. Là, pour la largeur, la hauteur, ça change pas vraiment. Mais du coup, on va venir réduire en fait un espace où du tissu nerveux passe, et ça peut aussi poser un problème. Mais il ne faut pas passer dans le truc, donc maintenant je ne vais plus faire d'extension du tout. Non, il ne faut pas passer dans cet extrême-là. Là, on parle notamment de cas, là quand je vous parle de ça, c'est des gens qui ont des sténoses lombaires, qui peuvent être soit au niveau du canal, au niveau foraminal, bon il y a plein d'endroits où ça peut être touché. Et donc en extension, on a un rétrécissement du récessus latéral et des foramen intervertébraux qui survient, qui va entraîner une compression des racines nerveuses, tandis que la flexion entraîne un élargissement. C'est aussi ce qu'on peut retrouver au niveau vertébral cervicale, avec des patients qui ont des douleurs radiculaires avec radiculopathie par exemple, qui vont s'améliorer en flexion et se détériorer en extension, parce qu'on va retrouver plus ou moins la même mécanique. L'extension entraîne un empiètement des facettes articulaires et des structures ligamentaires sur la racine nerveuse. Les symptômes pouvaient être reproduits ou aggravés par l'extension de la colonne lombaire. Coupe axiale en flexion, le canal et les récessus latéraux sont relativement ouverts, la racine nerveuse dispose d'un espace suffisant pour se déplacer, et en extension, la racine nerveuse elle peut se retrouver prise en étau entre le bombement discal et les structures postérieures comme les facettes et les ligaments. Voilà, et du coup, la racine, donc c'est le petit nerf, et qui peut être en contact avec tout un tas de choses qui vont venir le malmener. Mais voilà, c'est comme je vous dis, c'est des situations qui peuvent être symptomatiques, c'est des situations qui peuvent être pathologiques. Voilà, après on rentre dans, dans de la prise en charge ou des choses comme ça, c'est pas ce qui nous intéresse là. Ce que je veux vous dire, c'est que faut pas croire que l'extension c'est miraculeux. D'ailleurs, si on prend
des cas de patients qui ont des douleurs lombaires. Il y a plein de patients qui ont des douleurs lombaires parce qu'ils se forcent en fait à se tenir droit, quand en fait des sténoses, et que le jour où on leur dit: «Non mais» parce qu'on leur dit depuis tout petit: «Asseyez-vous droit si vous voulez pas avoir mal», et bah, ils tiennent comme ça, et en fait, bah, on leur dit juste: «Bah, quand vous êtes, assis, soyez assis cool, relâchés, détendus», et en fait, bah, ils ont nettement moins mal dans cette position-là. Voilà. Donc on peut aussi, en diabolisant la flexion, entraîner des comportements qui vont pas forcément être très adaptés à certaines personnes et qui vont peut-être même entretenir la douleur chez ces personnes-là. Là, je vais revenir sur le bombement du disque. Dans un disque intervertébral qui n'est plus ça, on ne peut pas prédire les mouvements. Et donc parfois, donc le mouvement du disque va dépendre du niveau de l'atteinte et du grade de l'atteinte. Et en fonction, bah, ce sera parfois plus l'extension qui va augmenter la protrusion. Parfois l'extension ici, puis un peu la flexion. Extension, tout ce qui est en bleu c'est la flexion et tout ce qui est en vert c'est l'extension. D'accord? Alors là, il manque, en copiant-collant, en faisant le copier-coller, j'ai les carrés bleus sont partis, mais là on voit que ce qui est statistiquement pardon, significatif, c'est le 2 et le 4 ici. Donc là c'est plutôt en flexion sur L5-S1. Voilà. Après, oui, mais L5-S1 c'est vraiment les tâches qui est le plus souvent touchées. Oui, mais enfin, entre le fait que, faut pas croire non plus qu'il n'y ait jamais d'autres étages qui soient touchés, d'accord, en termes d'hernie, et L5-S1 c'est aussi les tâches qui est le plus touchées par la sténose lombaire. Donc faut pas commencer, d'accord? On a des données qui nous montrent que c'est l'étage le plus touché et qu'on a des raisons, notamment anatomiques, qui expliquent que c'est cet étage-là qui est le plus touché. Si vous voulez aller plus loin, il y a cette vidéo-là, donc pareil, c'est encore une fois un debunk sur la hernie discale, donc on nous explique n'importe quoi, et j'essaie de revenir un peu dessus pour essayer de dire, bon bah voilà, ça c'est peut-être pas, ça c'est peut-être faux, enfin c'est sûrement faux, et je vous explique pourquoi, voilà, et tout un tas de choses comme ça. Je sais pas si je vais trop vite, faudra me le dire si je vais un peu trop vite. Après, il y a une chose, c'est les étirements, c'est magique. Alors, j'ai l'impression que dans la musculation, on est revenu un peu en arrière. Et ça parle un peu moins des étirements. Pendant un moment, c'était vraiment les étirements, c'est incroyable, c'est la solution à tout. J'ai l'impression qu'on est un peu revenu dessus, mais je vais quand même remettre une petite couche sur ça. Les étirements, c'est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des cas où on a des douleurs, et dans ce cas-là, enfin dans ce cas-là, et dans certains cas, les étirements, ça va être une mauvaise chose. Comme la personne qui essaie de se tenir droit quand elle a une sténose lombaire, et que ça peut entretenir ses douleurs, et bien parfois quand on a une douleur de type sciatique notamment, et ben faire des étirements, ça peut entretenir la douleur. Et c'est pour ça qu'on peut pas conseiller à quelqu'un qui a une sciatique ou quoi de faire forcément des étirements. Et vous avez des gens qui ont des sciatiques et qui s'étirent tous les jours le nerf sciatique pour aller mieux. Il dit: «Ah, sur le coup ça va, mais après ça augmente mes douleurs, je sais pas trop pourquoi, nanana». Bah oui, mais en fait il y a des explications. On va les voir juste ici. Il faut juste faire un petit peu attention, et pas se et en fait c'est pour ça que c'est compliqué de donner des conseils, qui seraient valables pour tout le monde dans la population quand on fait du contenu santé, parce qu'en fait, les conseils sont très rarement valables pour tout le monde finalement. Donc il y a des bases qu'il faut savoir sur les petites racines lombaires au niveau, j'allais dire au niveau lombaire, mais forcément les racines lombaires sont lombaires. Donc il y a les nerfs qui partent dans le dos, et il faut savoir des petites choses. L'étirement des racines adhérentes réduit le débit sanguin intraradiculaire et provoque des troubles de conduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une racine qui peut adhérer à, par exemple, un disque, d'accord? Bah, quand vous allez tirer dessus, avec la tâche qu'il y a, au lieu que le nerf coulisse ou ait une excursion habituelle, un étirement habituel, tout ça, bah, en fait, ça va créer une zone de tension. Et si vous tirez dessus, le diamètre va diminuer, le sang passera moins. Et donc déjà, un nerf qui est un peu irrité, c'est peut-être pas voilà, au niveau vascularisation, il est pas peut-être pas forcément au top. Si en plus vous tirez dessus, bah, il va être encore moins au top. D'accord? Et en fait, c'est aussi pour ça que chez les personnes qui ont ça, on peut tester le nerf notamment en tirant sur le nerf sciatique, voir si on reprovoque la douleur du patient, mais c'est un test de provocation de la douleur. C'est pas derrière, on n'en fait pas un traitement de ça. Et donc en plus, si vous tirez dessus, vous pouvez avoir une conduction qui va être altérée. Donc ça veut dire que derrière, les sensations, elles vont être moins bonnes. Que derrière, la fonction motrice, elle sera moins bonne. De manière réversible, d'accord? Mais ça peut engendrer ça. Le contact avec le nucleus pulposus n'est pas un prérequis. Donc c'est pas parce que, comme on a vu tout à l'heure, il ne faut pas forcément que en gros le disque vienne taper votre nerf pour qu'il y ait une radiculopathie. Ça peut être des contraintes mécaniques répétées, sans forcément qu'il y ait voilà, le noyau du disque qui soit sorti. D'accord?
Les contraintes d'étirement des racines ont été négligées. Donc la radiculopathie est souvent expliquée uniquement par la compression, mais la traction, en fait, ça peut créer aussi des soucis, d'accord? L'imagerie ne permet pas de visualiser une traction excessive des racines nerveuses. Ça, c'est aussi important de le savoir. Les nerfs périphériques tolèrent des contraintes d'étirement importantes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tissus conjonctifs. Mais cette tolérance contraste avec la vulnérabilité mécanique des racines dorsales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous tirez sur un gros nerf périphérique, bon bah s'il est sensible, c'est pas top, mais on va dire que s'il va bien, il va plutôt bien réagir. Mais au niveau lombaire, par exemple, au niveau ou même cervical, mais au niveau des racines, ça va être un petit peu plus sensible. Donc dès que vous allez tirer, s'il y a moins de tissu conjonctif, c'est tout de suite les nerfs qui vont prendre la contrainte. Alors que vu qu'un nerf, c'est entouré de tissu conjonctif en général, un nerf périphérique, bah, si vous tirez dessus, c'est super bien fait. En fait, toutes les toute la contrainte, j'exagère, mais une grande partie de la contrainte, elle va être absorbée par le tissu conjonctif, lui, qui est fait pour justement encaisser cette contrainte-là. Et c'est au bout d'un certain étirement que vous avez épuisé votre tissu conjonctif et qu'à la fin, c'est les nerfs qui viennent choper, vos axones qui viennent choper l'étirement. Voilà. Donc c'est une zone qui est un petit peu sensible et vaut mieux éviter de tirer dessus comme un bourrin, notamment quand il y a des douleurs. Voilà, quand il n'y a pas de douleur, pourquoi pas, mais quand il y a des douleurs, on évite de tirer dessus. Et donc les racines, elles sont plus fragiles que les nerfs périphériques, d'accord? Mécaniquement plus fragile, une résistance d'environ 10% et une rigidité d'environ 20% de celle des nerfs périphériques. Faible motilité et élasticité de la dure mère. L'étirement des racines peut provoquer des lésions nerveuses, donc ça c'est aussi important de le savoir. On peut léser des nerfs, des racines nerveuses en tirant dessus. Des agressions mécaniques répétées des racines peuvent suffire à induire une allodynie, donc c'est en gros ça va, du gain de fonction, ça va irriter le nerf et derrière des choses qui ne devraient pas faire mal vont faire mal. Mais la contrainte mécanique répétée, ça peut être aussi euh, de l'extension, hein, on l'a vu, hein, si on fait de l'extension, de l'extension, de l'extension, qu'on écrase notre nerf, notre nerf, notre nerf, voilà, bah ça peut créer ça. Par exemple aussi, c'est des gens qui peuvent, vous pouvez créer du coup des problèmes chez des personnes qui viennent vous voir et vous faites Mackenzie, la méthode MDT sans réfléchir, vouloir bourriner l'extension, mais en fait c'est pas l'extension qu'il leur faut, bah vous pouvez leur créer tout un tas voilà, par compression mécanique, des petits soucis. Les tests d'étirement radiculaire sont hautement spécifiques des radiculopathies lombaires. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas forcément un test pour identifier des radiculopathies lombaires, mais effectivement, dans certaines études, quand on tire sur les nerfs et que c'est positif, on retombe sur des radiculopathies lombaires, mais c'est pas un test de fonction, c'est un test de fonction qui permet de détecter une radiculopathie lombaire. Je vais pas revenir sur ces choses-là. Et là, donc on a bientôt fini, hein. Que se passe-t-il quand on tire sur un nerf? Bah, le système nerveux, alors la périphérique est conçu pour encaisser une certaine tension, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Les techniques de mise en tension sont associées à une augmentation importante de la déformation nerveuse. Et ça va dépendre de la magnitude, la durée, la vitesse d'application et de la fréquence, bien évidemment. Tout ça va jouer sur la tolérance du nerf de votre patient. Dès 8% de contrainte, on observe une diminution du débit sanguin intraneural. À 15%, on peut aller jusqu'à l'occlusion, l'ischémie, donc le sang ne passe plus. La conduction nerveuse se dégrade sous l'effet de la tension dès une déformation d'environ 8%, avec l'apparition d'un bloc de conduction, donc un nerf qui fonctionne moins bien pour des déformations comprises entre 10 et 12%. Un nerf rendu inflammatoire expérimentalement devient mécanosensible pour des niveaux de déformation très faibles, de l'ordre de 3 à 5%. Et donc, il va beaucoup moins tolérer l'étirement, hein. Si au bout de 3 à 5%, il est déjà... voilà, il devient déjà mécanosensible pour ces niveaux-là, il vaut mieux éviter de tirer dessus. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Sachant que c'est toujours pareil, quand vous faites un étirement, là on va faire un test. Vous prenez votre bras, on va faire celui-là. On va se mettre ici, donc rotation latérale, abduction, extension du poignet, on maintient tout, donc l'extension, la position de l'épaule, on vient se mettre, hop, d'accord, en supination, et une fois qu'on est là, on vient tendre le coude, hop, c'est pas agréable, ça tire un peu, poignet, doigt, parfois si on reste longtemps ça peut donner des fourmis, voilà. Dès que vous sentez la douleur, maintenez un petit peu, si vous avez pas mal, hein, si vous avez des douleurs, en fait, le faites pas, hein. Là c'est juste un test pour ceux qui ont pas mal, hein. Sinon si vous avez mal d'un côté, tirez de l'autre, mais voilà, voilà. Ok, là vous sentez la tension, ça tire dans vos doigts, ok, très bien. Maintenant, à combien de pourcents d'étirement vous êtes? Là vous pouvez mettre noter dans les commentaires. À combien de pourcents vous êtes là quand vous ressentez cette douleur-là. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Bon, bah en fait, on est d'accord
qu'on n'en sait rien finalement. C'est ça le truc. Donc on peut pas vraiment savoir quelle tension on met. Donc quand on tire, est-ce que je suis à 2, 3, 8, 12, 27? Ça, j'en sais rien. Voilà. Donc on fait attention, et ce qu'il faut savoir, c'est que le système il est robuste, ça faut quand même le dire, les nerfs c'est solide, mais ça reste délicat, et surtout qu'on a une tolérance qui peut être diminuée en cas de neuropathie. Et voilà, donc on fait attention quand on a une neuropathie, de type par exemple une sciatique avec de la perte de fonction, enfin une sciatique avec une neuropathie, allez, on va faire simple aujourd'hui. Un nerf sensible, il a besoin de douceur. Une augmentation de la déformation nerveuse peut déclencher des décharges anormales et aggraver les symptômes, surtout s'il y a une inflammation qui augmente en fait la sensibilité de ce nerf. Tandis que des variations dynamiques de la pression intraneurale pourraient favoriser au contraire la réduction de l'œdème. Donc si on tire dessus comme un bourrin, bah en fait on fait quoi? On fait de l'ischémie, c'est sensible, on se fait mal, on fait de la contrainte mécanique répétée, on peut même faire des lésions si on tire trop fort. Voilà, donc quand c'est sensible, on y va tranquille. Et faire des petits mouvements dynamiques dans une amplitude qui est confortable, bah ça c'est nickel. Voilà, on peut faire ça. Donc parfois, par exemple, patient qui a une sciatique, je vais sur YouTube, on me dit d'étirer mon piriforme et mes ischios pour soulager ma sciatique, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, bon, au bout d'un moment, ça change rien, hop, on tombe sur une autre vidéo, il y en a très peu, je sais pas laquelle, et on nous dit, ah oui, mais au lieu de venir tirer complètement sur ma jambe, je sais pas, je m'assois sur ma chaise et je tends le genou doucement jusque là où mon nerf me laisse aller, on peut même s'arrêter avant que ça tire, on dit il faut que ce soit confortable, on a dit de la douceur s'il vous plaît. Donc on y va, et puis on bouge comme ça, et puis on en fait plein, et en gros, bah, on va venir faire varier la pression dans le nerf, voilà, mais de manière tranquille, et peut-être qu'en fait ça va venir évacuer, pourquoi pas l'œdème, l'inflammation, tout ça, tout va diminuer, le nerf derrière il sera moins sensible. Et derrière on tire très fort, non je rigole, c'est pas vrai, non, non, juste on fait comme ça pendant un certain temps, puis le jour où ça ira mieux, et qu'en plus on fait un exercice par exemple, enfin un exercice, qu'on fait une pratique sportive, ou que dans notre quotidien, dans le travail, il y a besoin de faire des mouvements qui étirent plus le nerf, où il y a de la contrainte dessus, on viendra remettre de la contrainte de manière progressive. D'accord? Alors là, c'est pas pour que vous fassiez des traitements si vous êtes coach prépa ou quoi, ou même kiné, c'est juste qu'on réfléchisse ensemble à pourquoi ce qu'on entend sur internet, ça peut relativement être de la merde. Voilà, c'est en gros la question à laquelle on essaye de répondre. Et à la fin, je vous remets cette vidéo là, mais qu'en fait, je me rends compte, je vous l'ai déjà mise au début, je sais plus où. On va retrouver ça ensemble. Ah, c'est vraiment tout au début, quoi. Ah, et voilà. Hop, ici. Donc, bah, on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. On a fini les 45 diapos. J'ai aucune idée du temps que ça a mis. On va dire 1h30. Allez, peut-être un peu moins. Non, un peu moins. J'ai été vite quand même. Un peu moins. Et bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. Salut.